Le réseau local a une grande importance pour solutionner des difficultés tant au niveau de la clientèle qu'au niveau de l'efficience du réseau. Si on regarde pour la clientèle, c'est assez difficile de s'adresser au réseau parce que c'est complexe et ils ne savent pas toujours quelle est la bonne porte d'entrée. Avec le réseau, ça doit vraiment identifier une porte d'entrée unique. Donc, la personne peut se présenter et exprimer ses besoins où ils vont être analysés. Et à ce moment-là, ils vont être orientés directement au bon service. Donc, c'est une grande amélioration pour la clientèle. De plus, l'identification d'un intervenant pivot par le fait qu'il y a maintenant quelqu'un qui va s'occuper de les accompagner dans le réseau va permettre également d'éviter qu'ils tombent entre deux chaises, donc entre deux services, puis où il pourrait y avoir à ce moment-là une détérioration de leur situation. Et cet intervenant pivot-là aussi va aller interpeller les différents partenaires qui sont nécessaires pour solutionner les difficultés de l'usager et va assurer la coordination. Alors, c'était tous des éléments qui étaient auparavant manquants pour la clientèle et la clientèle se trouvait souvent en difficulté. Si on regarde maintenant au niveau des établissements, le réseau local a permis à chaque établissement de vraiment bien accomplir sa mission en délimitant les responsabilités inhérentes à chacun par rapport au programme service qui était maintenant mieux déterminé. À ce moment-là, chaque établissement pouvait gagner, je pense, en performance et en efficience parce qu'il desservait vraiment la bonne clientèle et donnait le meilleur service. Ça évitait à ce moment-là les duplications ou, je dirais, les manques de complémentarité qu'on pouvait avoir entre les établissements. Fait que c'est un gain important au niveau du réseau. C'est sûr que actuellement, on n'est pas encore parfait, on n'a pas atteint, je pense, le maximum dans la réalisation du réseau, mais on est sur la bonne voie. Et je pense que au niveau des administrateurs, c'était une solution qui avait déjà été envisagée et qui avait d'ailleurs été, je pense, confirmée par Dr. Hébert dans ses recherches au niveau du réseau pour les personnes âgées qui ont été, je pense, les premières clientèles à bénéficier de la mise en place d'un réseau. Ensuite, ça a été les clientèles, les enfants en difficulté. Et on peut sûrement l'appliquer autant aussi au réseau des ITED. Le fait qu'on ait eu aussi, je pense, une stabilité au niveau du maintien de ces orientations-là par le ministère nous a permis justement là, de bien ancrer ce réseau-là et on est en train finalement de le consolider et de le pousser plus loin. Fait que je pense que c'est une très bonne orientation qui a été mise en place et qu'on gagne finalement là, en termes de qualité et accessibilité pour la clientèle et aussi au niveau d'efficience et efficacité au niveau des établissements. Pour une personne âgée qui entre dans le réseau, si on regarde avant comparativement à maintenant, quand elle avait besoin d'un service, souvent il passait plus par l'urgence pour dire, bon, il y a sûrement quelqu'un qui va aller m'aider, alors que ça l'encombrait l'urgence de façon, je pense, non efficace. Et maintenant, si on regarde, il y a une place identifiée, un guichet identifié dans chacun des C3S. Donc, la personne, comme ma grand-mère, admettons, arrivait pour demander un service, c'est à ce moment-là qu'elle s'adresse au guichet et que là, il va y avoir quelqu'un qui va vraiment bien écouter ses besoins et qui, après, va analyser et va regarder quel est le meilleur service à lui rendre, alors qu'auparavant, elle devait, elle, faire des démarches après être sortie de l'urgence pour dire, bon, mais là, il faut que je demande au CLSC à qui je m'adresse et c'est un intervenant social ou une infirmière. Donc, ils étaient toujours dans l'incertitude à savoir à qui s'adresser et où s'adresser pour avoir les services. Maintenant, il y a un intervenant pivot qui va lui être assigné
Et cette personne-là, elle va faire les démarches, va l'accompagner pour avoir les rendez-vous, pour avoir vraiment les meilleurs services qui vont pouvoir répondre, dont la mettre en contact aussi avec les organismes communautaires et va être capable aussi de regarder avec les différents intervenants pour coordonner l'ensemble des services. Alors qu'avant, bon, elle pouvait faire plusieurs démarches pour arriver à avoir l'ensemble des services qui étaient requis. Et les services n'étaient pas toujours bien coordonnés. Maintenant, pour la clientèle en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement, c'est le C3S qui reçoit, qui accueille la demande et qui fait l'évaluation. Une fois que l'évaluation a été faite et que ça correspond aux critères pour l'accès aux services spécialisés de deuxième ligne, le C3S va adresser une demande à notre service d'accueil, évaluation, orientation régionale, qui est au CRDI-TED. Et à partir de ce guichet-là, il y a la mise en place finalement de tous les services. Pour une personne qui est atteinte de troubles envahissants de développement, le dossier, la demande va être acheminée au CHU pour qu'un pédopsychiatre puisse arriver à poser le diagnostic. Une fois le diagnostic posé, ça revient au CRDI qui, avec le C3S, va faire la mise en place de toute l'organisation des services. Pour notre établissement de travailler en réseau, ça a apporté un grand changement parce qu'avant l'avenue de la loi qui a soutenu la mise en place du réseau local, c'est tant au CNDE qu'à Dixville, qui étaient les anciens établissements, il y avait, une fois que les usagers étaient admis au service, ils étaient comme de façon permanente desservis par ces établissements-là. Et il n'y avait pas de travail nécessairement avec les C3S ou de façon assez exceptionnelle. Maintenant, avec l'avenue du réseau local, ça nous a permis finalement de mieux jouer notre rôle de service spécialisé de deuxième ligne parce qu'il y a eu une définition des services qui devaient être rendus en C3S à ces mêmes clientèles-là, alors qu'avant, c'était vraiment le CRDI-TED qui était porteur de l'ensemble de l'offre de services. Donc, les services spécialisés, autant que les services qu'on appelle maintenant de première ligne, étaient dispensés par nous et ça l'amenait finalement des délais d'attente qui étaient quand même assez importants. Donc, suite à l'avenue des réseaux locaux, il y a eu aussi des ententes de gestion avec un programme d'accès qui délimite vraiment les délais pour les clientèles urgentes ou élevées. Et si on n'avait pas eu finalement la délimitation entre les services de première ligne dispensés par les C3S et nos services, ça aurait été assez difficile de respecter ces délais-là. Donc, on doit travailler davantage en épisode de service. Le C3S, finalement, fait l'évaluation. Nous faisons l'offre de services spécialisés. Une fois que l'adaptation et la réadaptation sont terminées, pour nous, c'est la fin d'un épisode de service et on retourne les personnes au niveau de la première ligne pour assurer un maintien. Alors, on joue vraiment plus notre rôle et ça a diminué finalement ces délais-là d'accès parce que la clientèle, une fois que l'épisode est terminé, retourne en première ligne et ça nous permet, nous, d'accueillir une nouvelle personne qui a besoin de services spécialisés. Ce que ça a permis également, c'est d'ouvrir le CRDI finalement aux partenaires et au travail aussi, comme avec les écoles, avec les équipes d'intervention jeunesse. Et il y a des projets qui ont émergé finalement de ce travail en partenariat-là. Si on regarde la fin justement des épisodes de service au niveau scolaire pour la clientèle en DITED, il y avait comme une lacune, une fois qu'ils terminaient l'école, pour dire qu'est-ce qui arrive après, quand ils ont 21 ans et que le service scolaire a terminé. Souvent, les jeunes retournaient finalement à leur famille et ça l'obligeait les parents à toute une réorganisation parce que le jeune passait les journées à la maison en attente qu'il arrive finalement,
qu'il lui arrive quelque chose, qu'il soit intégré dans la communauté. Et je dirais, de cette lacune-là a émergé un projet qui s'appelle TEVA, qui est la vie, études et transition au travail, où le CRDI a travaillé avec l'équipe du service d'emploi et les milieux scolaires pour justement que cette transition-là se fasse de façon positive pour le jeune en l'intégrant en stage ou à la recherche d'emploi selon son potentiel. Ça a été un projet qui a été vraiment porteur et 30 des jeunes qui ont été desservis par ce projet-là se sont retrouvés en milieu de stage ou en milieu de travail. Donc, les parents n'ont pas eu à quitter leur emploi pour s'occuper de leurs jeunes qui, lui, se retrouvaient finalement avec aucune activité à la fin de sa vie scolaire. Fait que ça, c'est un des projets. Et aussi, lors de la mise en place des réseaux, avec les projets dans chacune des MRC, le CRDI a octroyé finalement un poste en partenariat. Donc, on a une personne qui est désignée pour travailler dans chacune des MRC avec les C3S pour valider finalement les besoins de la clientèle en DITED, l'organisation des services pour nous assurer qu'on répond aux besoins finalement des clientèles dans chacune des MRC. Parce que ce qu'on vise, nous, c'est donner des services de proximité. Donc, en travaillant avec les C3S et les autres partenaires, les organismes communautaires, le milieu scolaire, ça nous permet d'être toujours à l'affût des besoins, finalement, des clientèles de chacun des territoires. Et aussi d'assurer une communication plus constante avec nos partenaires pour essayer justement de régler les difficultés au fur et à mesure. Donc, le centre est devenu plus ouvert et en plus grande communication constante avec ses partenaires, puis aussi à l'affût des différentes difficultés qui peuvent se vivre pour les clientèles des territoires. Je dirais que c'est vraiment une ouverture plus sur la communauté comme partenaire de deuxième ligne. Ce que ça a permis également, c'est d'ouvrir le CRDI finalement aux partenaires et au travail aussi, comme avec les écoles, avec les équipes d'intervention jeunesse. Et il y a des projets qui ont émergé finalement de ce travail en partenariat-là. Si on regarde la fin justement des épisodes de service au niveau scolaire pour la clientèle en DITED, il y avait comme une lacune, une fois qu'ils terminaient l'école, pour dire qu'est-ce qui arrive après, quand ils ont 21 ans et que le service scolaire a terminé. Souvent, les jeunes retournaient finalement à leur famille et ça l'obligeait les parents à toute une réorganisation parce que le jeune passait les journées à la maison en attente qu'il arrive finalement, qu'il lui arrive quelque chose, qu'il soit intégré dans la communauté. Et je dirais, de cette lacune-là a émergé un projet qui s'appelle TEVA, qui est la vie, études et transition au travail, où le CRDI a travaillé avec l'équipe du service d'emploi et les milieux scolaires pour justement que cette transition-là se fasse de façon positive pour le jeune en l'intégrant en stage ou à la recherche d'emploi selon son potentiel. Ça a été un projet qui a été vraiment porteur et 30 des jeunes qui ont été desservis par ce projet-là se sont retrouvés en milieu de stage ou en milieu de travail. Donc, les parents n'ont pas eu à quitter leur emploi pour s'occuper de leurs jeunes qui, lui, se retrouvaient finalement avec aucune activité à la fin de sa vie scolaire. Fait que ça, c'est un des projets. Et aussi, lors de la mise en place des réseaux, avec les projets dans chacune des MRC, le CRDI a octroyé finalement un poste en partenariat. Donc, on a une personne qui est désignée pour travailler dans chacune des MRC avec les C3S pour valider finalement les besoins de la clientèle en DITED, l'organisation des services pour nous assurer
qu'on répond aux besoins finalement des clientèles dans chacune des MRC. Parce que ce qu'on vise, nous, c'est donner des services de proximité. Donc, en travaillant avec les C3S et les autres partenaires, les organismes communautaires, le milieu scolaire, ça nous permet d'être toujours à l'affût des besoins, finalement, des clientèles de chacun des territoires. Et aussi d'assurer une communication plus constante avec nos partenaires pour essayer justement de régler les difficultés au fur et à mesure. Par rapport à ce qui arrivait finalement à un usager avant, c'est qui était admis au CRDI-TED et cette personne-là, finalement, recevait des services du CRDI-TED de façon continue jusqu'à la fin. Tandis que maintenant, le CRDI-TED va intervenir sur demande du C3S parce qu'il y a eu une référence ou une référence d'un médecin. Et cette personne-là va être en réadaptation intensive pendant une période. Après, va être plus en adaptation au niveau de son milieu de vie. Et quand il y a eu une stabilité, qu'il n'y a plus d'apprentissage à faire par la personne, à ce moment-là, on communique à nouveau avec le C3S pour dire qu'on a fini notre épisode de service et le C3S va assurer par un intervenant pivot qui va rester au dossier que tout va bien pour la personne, qu'il n'y a pas finalement de nouvel épisode pour lequel on a besoin finalement d'avoir à nouveau des services spécialisés pour que la personne s'adapte ou ait une période de réadaptation selon son évolution. Donc, la personne peut être en lien avec les deux établissements, mais toujours selon ses besoins et selon, comme nous autres, l'intervention se fait si la personne a besoin à nouveau de réadaptation ou d'adaptation parce qu'elle a eu un changement majeur au niveau de sa condition de vie. C'est toujours, je dirais, le défi majeur quand on travaille avec d'autres établissements, c'est la communication. Donc, on doit garder une communication continue, autant de part et d'autre, il faut que ce soit bidirectionnel. S'il y a des changements, des modifications au niveau de l'offre de service, au niveau des modalités de fonctionnement. Et ce qui est important aussi, c'est que les ententes inter-établissements soient claires dans l'offre de service. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir quand même toujours un peu de zone grise, mais de savoir quelle est la responsabilité de chacun des établissements en lien avec sa mission. Là, actuellement, en Estrie, on est en train de la définir. Il devrait y avoir une entente, une signature de la part de l'ensemble des DG très prochainement pour bien définir et aider les équipes à bien comprendre finalement leur rôle à l'intérieur de l'offre de service sur le continuum pour la clientèle des ITED. L'autre chose aussi qui était importante dans les défis, c'est de s'assurer, malgré le roulement de personnel autant de notre établissement que dans les C3S, que le rôle d'intervenant pivot est bien compris et bien assumé selon justement les épisodes de service qu'a besoin la clientèle. Donc, si la personne est dans une étape où, je dirais, l'intensité de service est davantage au CRDI, c'est à ce moment-là l'intervenant du CRDI qui devient l'intervenant pivot et qui va coordonner. Mais si nous, on est en période de transition pour retourner la personne en première ligne au niveau des C3S, à ce moment-là, c'est l'intervenant pivot du C3S. Donc, on doit toujours soutenir les intervenants, rappeler ces informations-là pour que se vive l'entente de façon appropriée et que l'usager ne soit pas pénalisé par cette entente-là. Ce qu'on se rend compte également, c'est que dans chacune des MRC, l'offre de services des organismes communautaires est à intensité variable et qu'on a à soutenir finalement ces milieux-là pour la mise en place de nouveaux services communautaires qui vont aider la clientèle à être bien intégrée dans son milieu et à avoir un niveau de participation sociale qui est maximum parce que
C'est ce qu'on vise au niveau du réseau DITED. Notre objectif, c'est d'aider les personnes à être bien intégrées dans leur milieu et à vivre de façon active une participation au niveau de leur communauté. Alors, nous autres, on est les promoteurs de ça et on doit soutenir les C3S et les organismes communautaires à ce que ça soit vraiment bien appliqué et que notre clientèle, finalement, puisse s'épanouir dans son milieu. Fait que ça, c'est un défi vraiment de réseau. Le rôle du CRDI, c'est vraiment d'être promoteur des grandes orientations pour cette clientèle-là. Donc, on est porteur de ce message-là. On doit nous autres même l'actualiser, même à l'intérieur de notre établissement, mais on doit soutenir finalement le réseau estrien à ce que ça puisse s'appliquer. Donc, l'intégration et la participation sociale qui sont au cœur de nos interventions. Donc, nous, comme établissement, quand on voit un usager, on va essayer d'optimiser tout son potentiel par de la réadaptation vraiment intensive et après ça, par l'adaptation à son milieu. Donc, toute la transition dans son milieu de vie avec ses proches, avec sa communauté. En lien aussi avec les partenaires, c'est rajouter un nouveau service que les CRDITED doivent offrir, c'est le soutien aux partenaires. Et ça, on le fait même si nous ne sommes pas impliqués dans un dossier d'usager, mais on va être en soutien à l'équipe d'intervention du C3S pour vraiment qu'ils soient en mesure d'offrir le meilleur service à leur clientèle. Donc, on peut offrir du coaching auprès des intervenants par rapport à certaines interventions, parce qu'eux, les C3S, tout comme nous, ont un roulement de personnel. Dans certains C3S, disons, on retrouve moins ça, et eux autres, on commence à développer une expertise. Mais dans les plus petits C3S, où il y a plus de rotation, eux autres, ils ont davantage besoin d'avoir un support. On organise des formations régionales, mais malgré tout, il y a quand même un changement d'intervenant ou il y a un ajout d'intervenants. Et à ce moment-là, dans notre offre de services de soutien aux partenaires, on est là présent pour eux pour transférer finalement une certaine expertise pour que l'offre de services en première ligne se fasse de façon appropriée et qu'on ait des gains pour la clientèle. On a également... donc, c'est ça, il y a la formation, le coaching, et je pense qu'on doit assumer un leadership aussi au niveau régional. Pour chacun des programmes services, il y a un comité directeur régional qui regroupe l'ensemble des partenaires qui œuvrent auprès d'une même clientèle. Et il y a un comité directeur en DITED et on doit à ce moment-là être, je dirais, promoteur et soutenir finalement la mise en place d'un continuum de services qui soit le plus efficient possible. Et tout le transfert d'expertise. Donc, comme établissement, nous, on est même en développement et toujours en apprentissage de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de faire, parce que le programme service DITED est quand même nouveau. C'est des sciences qui sont là depuis les années 2004-2005 seulement. Et c'est en évolution constante, principalement au niveau des troubles envahissants de développement. Donc, comme établissement de deuxième ligne, en offrant des services spécialisés, on doit être toujours à l'affût et se tenir le plus à la fine pointe de ce qu'il y a comme intervention. Au niveau provincial, on est très présent, on participe à plusieurs recherches et il y a des services d'expertise aussi qui existent. Donc, on est toujours en lien avec ces centres d'expertise-là pour appliquer finalement des meilleurs guides de pratique qui soient pour chacun des groupes services qu'on offre. Donc, cette expertise-là, on va la chercher pour être nous-mêmes de bons dispensateurs de soins, mais aussi être en support à nos partenaires et être en mesure justement de revoir nos façons de faire pour être à la fine pointe. Si on regarde les outils de détection, de dépistage, depuis la mise en place du modèle d'organisation de services en Estrie, ça a évolué. On se rend compte que ces outils-là ne nous permettent pas d'être
très performants dans l'identification des clientèles. Et c'est pour ça qu'actuellement, on fait des recherches avec nos partenaires spécialisés pour être capable d'aller chercher les meilleurs outils pour être à ce moment-là plus performants dans les diagnostics qui vont se poser. Donc, de référer au pédopsychiatre au bon moment avec le plus grande chance, justement, que le diagnostic soit posé, parce que si on ne réussit pas à être performant, on peut à ce moment-là, je dirais, poser une étiquette sur un jeune et aussi amener une désorganisation complète d'une famille, alors que le diagnostic, finalement, s'avère négatif, ce qui est très dommageable, je pense, pour le milieu familial. Alors, si on utilise les meilleurs outils, à ce moment-là, on va vraiment orienter le jeune vers les pédopsychiatres au bon moment, parce qu'on croit vraiment que le jeune va avoir un trouble envahissant de développement. Alors, c'est un des rôles, finalement, comme partenaire, d'aller chercher ces outils-là et d'avoir les meilleurs guides de pratique pour intervenir auprès de la clientèle. Je regarde cette année, on a développé un cadre de référence pour la vie intime, affective et sexuelle pour les jeunes en DI et en TED. Et cet outil-là va vraiment aider nos intervenants de deuxième ligne à avoir des interventions appropriées pour guider le jeune dans sa vie affective et aussi pour aider les proches à mieux intervenir auprès de nos jeunes. Alors, ce cadre de référence-là a été cité en exemple et on est en train de le propager auprès des autres CRDI-TED. Et au cours de l'année, on va aussi tenir avec notre comité des usagers une grande réunion régionale où on va pouvoir diffuser ce cadre de référence-là pour diminuer, je dirais, les tabous par rapport à la vie sexuelle et affective de nos clientèles, alors que souvent ils sont brimés, ils ne peuvent pas s'épanouir. Donc, on va soutenir finalement ce volet-là de la vie de notre clientèle. Je dirais les grands défis actuels sont au niveau de la hiérarchisation des soins et des services. Parce que, bon, on a, je dirais, décompartimenté ce qui était les interventions en première ligne pour la clientèle des ITED et ce qui doit être offert finalement en CRDI-TED. Par contre, on ne peut pas l'actualiser comme c'était souhaité. Pour y arriver, bon, il y a des problèmes budgétaires qui font en sorte que les CITES ne peuvent pas aller aussi rapidement que prévu dans la mise en place de leurs services pour la clientèle en DITED. D'un, par manque d'argent, d'autres aussi parce que le réseau communautaire n'est pas suffisamment développé pour ces clientèles-là. Ce qui fait que nous, comme deuxième ligne, on doit continuer à garder temporairement des clientèles qui devraient être desservies en première ligne. Et ça crée, je dirais, une congestion parce qu'on dit à nos intervenants, on doit travailler en épisode de service, on doit transférer au C3S les clientèles pour lesquelles on a, nous autres, des fins d'épisode de service. Mais on est comme en contradiction parce que ça ne peut pas se réaliser nécessairement à la vitesse qui était prévue. Lorsque les budgets ont été octroyés au C3S et au CRDI il y a 3 ans, il y avait des ententes pour la mise en place de services. Mais par contre, je dirais, les besoins sont plus grands que les argents qui ont été octroyés pour la réalisation de ce projet-là. Alors, pour nous, la hiérarchisation, on l'a fait toute sur papier parce qu'on va avoir les ententes prochainement. Mais dans la réalité, on ne peut pas l'actualiser à la même forme. Et toutes les fois qu'on ne peut pas transférer un usager en première ligne, mais pour nous, ça nous empêche finalement de prendre un client qui est en attente de services spécialisés. L'autre élément, c'est qu'en Estrie, le CRDI-TED est responsable de l'ensemble du parc de ressources non institutionnelles pour la clientèle, donc autant première et deuxième ligne,
Et ça aussi, ça crée de la confusion auprès de nos partenaires parce que dans les ressources non institutionnelles, on offre les services d'hébergement, de soutien à l'usager et aussi de soutien aux ressources. Par contre, on n'a pas le personnel pour donner les soins physiques à cette clientèle-là. Et là, les C3S disent, bien là, êtes-vous responsable ou non du parc? Parce que eux, quand ils sont responsables d'un parc de ressources non institutionnelles, donnent les services de A à Z aux clientèles. Alors que nous, on en fait un bout, mais on ne le fait pas au complet, mais on est responsable de l'administration de ce parc-là. Donc, comme défi, c'est assez important de reclarifier toujours les rôles et responsabilités de chacun par rapport à notre offre de service. Donc, l'importance d'une communication toujours fluide et bidirectionnelle pour empêcher finalement l'ambiguïté et que l'usager se retrouve finalement en manque de service dans certaines situations. Fait que pour nous, c'est un grand défi. L'autre, c'est, comme je le soulignais, c'est l'intervenant pivot, donc de clarifier dans quelle situation l'intervenant pivot chez nous doit actualiser finalement le rôle de coordination. Fait que, et de toujours finalement aller vers la spécialisation et d'aller chercher les meilleurs guides de pratique. Là, on en a 3 qui sont arrivés. On a 2 autres qui arrivent au cours de la prochaine année. Donc, c'est que notre personnel s'approprie ce guide de pratique-là et après qu'on puisse l'actualiser en partenariat avec les C3S. Fait que on a aussi la clientèle émergente, qui est quand même un phénomène un petit peu nouveau. Principalement pour la clientèle en déficience intellectuelle, parce que la clientèle en déficience intellectuelle, on la retrouvait rarement à 60, 70 ans. Et là, maintenant, leur longévité, finalement, se concrétise. On a des gens qui commencent à avoir des troubles de perte d'autonomie liés au vieillissement. Et ça, on va devoir, nous autres, faire une nouvelle offre de service et regarder avec nos partenaires, justement, comment on va desservir cette clientèle-là. On en retrouvait également dans les places en santé mentale. Et à ce moment-là, qui fait quoi et comment on va les héberger? Est-ce qu'on va continuer à les garder dans des ressources non institutionnelles? Est-ce qu'on va les orienter vers un centre d'hébergement de longue durée? Quand est-ce qu'on va le faire? Ça, c'est vraiment une offre de service qu'on va devoir, auquel on va devoir se pencher là, au cours des prochaines années. Parce que puis on regarde, c'était une clientèle qui était en minorité, mais qui commence à être, je dirais, peut-être 20 de notre clientèle maintenant. C'est un nouveau programme qu'on va devoir développer. Je dirais qu'une des formules gagnantes qu'on a en Estrie, c'est justement un comité directeur régional qui supporte finalement les grands questionnements, les grands irritants qu'on peut avoir entre les établissements. Là, pour le moment, on est en train de finir notre cadre qui va être notre protocole d'entente inter-établissement. On a regardé ensemble justement comment bien définir le rôle de l'intervenant pivot. C'est, je pense, une instance régionale où on peut, je dirais, mettre la table sur les documents qui formalisent finalement les modes de fonctionnement. Et ça, je pense que c'est gagnant parce que tous les partenaires y sont présents et les discussions se font là, ouvertement et de façon très transparente pour regarder des formules gagnantes. L'autre chose, c'est aussi les tables par MRC qui nous permettent finalement de regarder et d'identifier les besoins particuliers à chaque MRC. Et encore là, c'est une instance où les partenaires sont là pour pouvoir se parler, en discuter. Et c'est sûr que la formalisation aide aussi
chaque établissement à être en mesure de s'appuyer sur une documentation qui peut permettre aux intervenants de répondre à leurs questions. Il y a également, je pense, des instances ou des lieux qui permettent aux intervenants de se côtoyer. Si on regarde l'offre de services de formation pour laquelle l'équipe du CRDI en a fait l'élaboration et la diffusion au mois de mai dernier, ça a été un moment aussi, en plus de partager l'expertise, mais de discuter de la clientèle, des aidés sur le terrain au niveau des C3S à se développer et à discuter aussi de certaines problématiques auxquelles ils sont confrontés avec notre équipe d'experts qui sont nos conseillers cliniques. Les événements qui sont comme les colloques des conseils multi, où maintenant, au lieu de le faire en vase clos par établissement, on invite aussi les partenaires à venir aux sessions de formation qui sont offertes par les conseils multi. Fait que ce sont des moments qui soutiennent finalement les intervenants de première ligne et qui permettent finalement aux deux équipes de mieux se connaître et aussi de mieux partager leur niveau de responsabilité. Fait que c'est des éléments qui sont aidants autant pour le réseau finalement que pour chacun des établissements. Ce que le réseau local a amené comme changement dans la façon de travailler, c'est d'avoir des communications plus ouvertes, de travailler ensemble à se donner des moyens et je pense un sentiment partagé de responsabilité. Parce que le réseau local est le principal acteur pour la coordination des services qui sont donnés à sa population. Mais je dirais que les établissements régionaux de deuxième ligne ont également une responsabilité qui n'est pas seulement de desservir leur clientèle quand elle leur est référée, mais aussi d'avoir une vision régionale de l'impact de sa façon de fonctionner. Si je regarde comme exemple au niveau de la région estrienne, il y a beaucoup de travaux qui se font actuellement pour le réseau en santé mentale. Dans le réseau en santé mentale, les établissements d'hébergement, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs clientèles qui étaient du réseau de la déficience intellectuelle. Pour arriver à mettre en place le réseau local, il nous a été demandé d'évaluer les clientèles en déficience intellectuelle qui étaient dans ces résidences-là pour être capable de regarder si on peut, nous, les héberger dans le réseau en déficience intellectuelle. On aurait pu dire, oui, on va le regarder, on va aller à la vitesse qu'on peut compte tenu de nos engagements et du plan d'accès ministériel où on a des délais. Mais on s'est préoccupé de dire peut-être qu'on peut regarder comment on peut ajouter des places pour prendre plus rapidement cette clientèle-là pour désengorger le réseau de santé mentale. Parce que si on regarde l'impact que ça a, que ces places d'hébergement-là soient prises par de la clientèle qui n'est pas de santé mentale, c'est que ça crée un engorgement à l'hôpital. Les gens restent hospitalisés longtemps, restent à l'urgence. Et ça a un impact très négatif pour cette clientèle-là, alors que nous, si on peut regarder comment on peut ouvrir des places supplémentaires pour être capable d'accueillir cette clientèle-là, va faire en sorte que le réseau global de l'Estrie va mieux fonctionner. Fait que c'est une responsabilité qui, au niveau des CRDI, même si on n'a pas à titre, comme dans la loi, dire la responsabilité populationnelle, on a quand même une responsabilité pour le fonctionnement global du réseau. Et je pense qu'il faut être sensibilisé à ça. Et je pense que la venue de ce fonctionnement-là en réseau a éveillé l'établissement à être ouvert sur la communauté et sur les autres clientèles aussi. Fait que je pense que c'est tout à fait bénéfique pour l'ensemble des clientèles.